Merci d'être là. Bonjour. Ben, on va commencer dans le fond. Là. Je pense que c'est pas mal. Je pense que tout le monde est là. C'est open bar. Ils peuvent continuer de rentrer, aucun problème. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on va vous présenter dans le fond, c'est YouTubeur, créateur et prescripteur. Ben, Fred Bastien. Salut, salut. Par prescripteur, moi, je pense qu'on entend beaucoup vecteur de culture. On a un peu adapté notre contenu à la gang qui est devant nous. On veut vous convaincre qu'il y a une raison de travailler avec les YouTubers pour promouvoir l'art puis promouvoir les produits culturels québécois. Donc, Fred Bastien Forêt, Fred est animateur et chroniqueur, a une chaîne YouTube aussi en français et en anglais. Michaud Marquis-Rose, je suis directeur numérique chez Attraction Image et il y a 1 an et demi, en fait, j'ai dirigé le lancement du studio Le Slingshot, qui est un studio de création de contenu et de représentation pour YouTubers. Donc, on représente 25 créateurs québécois qui rejoignent sur YouTube 4,1 millions de personnes. Et c'est des communautés qui sont entre 13 et 34 ans, 35 ans. Donc, on est vraiment spécialisé en génération Y et Z, qui est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent sur YouTube, en fait, les générations plus jeunes qui sont là. Donc, on va laisser. Il y a encore des gens qui arrivent. On a peut-être commencé un peu trop vite. On t'invite sur le gun. Il y a du trafic sur YouTube. Oui. Ceux qui nous connaissent savent qu'on parle beaucoup, donc on s'est dit qu'il faut qu'on maximise le plus d'informations possible. Quand ils nous ont dit 30 minutes, on dit, mais ça se fera vrai. pas. Là, Ils ont embauché 2 pour 30 minutes. Impossible. Impossible. OK, fait qu'on repart ça. Donc, si jamais vous allez avoir si vous avez des questions à la fin, on va laisser une petite période de questions. Sinon, venez nous voir, on est là toute la journée. Parce que sérieusement, on va essayer vraiment de condenser l'information. On va essayer de ne pas trop vous gaver non plus, puis de vulgariser bien la chose. Donc, on va partir ça. Donc, Michaud Marquis-Rose, Ouais. sur Slingshot, Fred Bastien, YouTuber québécois. 22 000 abonnés, je viens de passer le cap du Centre Bell en abonnement YouTube. C'est mon objectif récent. Là, je vise, je sais pas, prochain stade. Et tantôt, je m'étais présenté, mais dans le fond, il y a 1 an et demi, j'ai parti le Slingshot, qui est un studio de création de contenu et de représentation pour YouTubers. Puis on représente 25 créateurs qui rejoignent 4,1 millions de personnes sur YouTube dans la francophonie. Tous des publics Y et Z, donc de 13 à 35 ans. Donc, qu'est-ce qu'un YouTuber, Michaud? Ouais. Qu'est-ce qu'un YouTuber? On vous a fait une belle, vraiment une définition claire. Donc, le terme de YouTuber ou YouTubeuse désigne généralement un individu dont l'activité professionnelle ou quasi-professionnelle est de produire des vidéos diffusées sur YouTube dans lesquelles il figure. Donc, un YouTuber a sa chaîne sur YouTube, il la dirige, ça lui appartient. Souvent, en fait, puis c'est des cas qu'on va vous présenter aujourd'hui, le YouTuber va parler à son public de culture, soit de musique, de spectacle et tout ça. Et donc, ça peut être soit du contenu organique que le YouTuber va générer lui-même ou des collaborations. C'est possible de collaborer avec un YouTuber. Et là, je vous entends déjà dire, ouais, mais là, tout le monde peut mettre des vidéos sur Internet. Pour moi, un YouTuber, c'est quelqu'un qui le fait avec rigueur et récurrence. Tout le monde peut être musicien, mais avant que tu aies pris les cours de guitare et que tu aies appris à jouer de l'instrument, tu n'es pas vraiment un guitariste. C'est la même chose pour moi, un YouTuber. C'est la différence entre c'est accessible à tous et tout le monde peut le faire. En fait, pour vraiment parler comme il faut des YouTubeurs, il fallait vous parler un peu de leur public. Puis nous, vraiment, au Slingshot, on est vraiment axé sur les 18-34 ans. C'est le public de Fred Absolument. aussi. Donc, les fameux 18-34 ans avec le buzzword des milléniaux que tout le monde veut rejoindre. Il y a plein de trucs qui circulent sur leur cas. Est-ce que c'est des gens qui sont trop connectés, qui sont fans des selfies, qui sont vraiment toujours sur les réseaux sociaux? Il y a un article vraiment intéressant qui est sorti en septembre dernier sur la presse qui parlait des milléniaux. Je vous donnerai la référence. Et la presse avait mandaté Crop avait fait un sondage pour savoir si les milléniaux consommaient de la culture. Et le résultat était vraiment, vraiment surprenant, en fait. Les milléniaux sont des amateurs de culture. Ils sortent, ils consomment, ils vont voir des spectacles, ils consomment la musique, le cinéma, ils vont au musée, au théâtre. Donc, souvent, jusqu'à 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que les 35 ans et plus, en fait. Donc, c'est des consommateurs de culture. Donc, maintenant,
maintenant qu'on sait ça, parce qu'on le sait aussi que ça s'est dit et redit même aujourd'hui, les façons de consommer des médias se transforment. Oui, il y a encore la télé domine encore tout, la radio aussi, mais il y a encore plein de nouvelles plateformes qui émergent. Et donc, maintenant qu'on sait que les 18-34 ans consomment la culture, une autre donnée intéressante qu'il y avait dans cette info-là, dans cet article-là, c'est que 42 des jeunes de 18-34 ans consultent les médias sociaux pour s'informer. Puis là, on dirait qu'on a mis une photo stock shot en dessous. En fait, ces 3 YouTubers, ces 3 jeunes filles-là, ils ont 25 ans et moins. Il y a Cynthia Duluth, peut-être que vous la connaissez, YouTubers beauté. Ensuite, Catherine Francoeur, une YouTubeuse qui fait du contenu lifestyle, et Amélie Barbeau. Pourquoi je les ai mis, en fait? Parce que ces 3 jeunes filles-là, ils ont chacun moins de 25 ans. Si on additionne leur communauté ensemble, en fait, ces 3 filles-là rejoignent 1 280 000 personnes sur YouTube. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elles mettent une vidéo, il y a, disons, dans le cas de Catherine Francoeur, il y a 630 000 personnes qui reçoivent cette vidéo-là dans leur inbox, dans leur courriel. C'est assez majeur, là. C'est des médias. Ou dans leur chaîne de subscriptions. Autrement dit, il y a ce nombre de personnes-là qui ont le potentiel de regarder la vidéo en question. Sur YouTube, on s'abonne. Donc, on clique sur une chaîne. Moi, j'aime ce contenu-là, je m'abonne. Et quand j'arrive sur YouTube, toutes les chaînes sur lesquelles je suis abonné, ben, je vois le contenu. Et je reçois aussi des notifications dans mes courriels. Donc, c'est assez intéressant quand on veut rejoindre les publics plus jeunes. Une autre donnée encore de cet article-là, puis après je vais en sortir, mais quels médias garderiez-vous? Ils ont demandé aux 18-34 ans, si vous aviez le choix d'en garder juste un, qu'est-ce que vous gardez? La musique en streaming, qui arrivait à 25 Netflix et autres services de streaming vidéo, 33 jeux vidéo, 35 Ensuite, on arrivait avec la télévision. Bon, la télé est toujours très présente aussi. Et finalement, YouTube. YouTube à 44 Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les 18-34 sont la génération qui consomme le plus de culture et le médium de prédilection des 18-34, c'est YouTube. Donc, ça serait niaiseux de ne pas faire travailler ces 2 forces-là ensemble. Et, et pour vous donner un autre exemple de c'est quoi YouTube, YouTube, là, c'est le 2e plus gros chercheur Google. C'est là où il y a le plus grand nombre de recherches Internet. Puis Moteur de recherche. Voilà. Bientôt, YouTube va dépasser Google en termes de recherche. Alors, on dit parfois que text is dead. Les gens, ils veulent s'informer sur comment faire quelque chose. Ils vont sur la vidéo en premier maintenant, avant d'aller sur la version Google pour le texte. Exactement. Donc, actuellement, YouTube, c'est le 2e plus gros moteur de recherche au monde et c'est exclusivement de la vidéo. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Donc, ces fameux YouTubers, c'est qui, en fait? C'est quoi? Ça, c'est vraiment intéressant. Ça a été publié sur... Au States of Variety. Variety. Avec Variety. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comparé des vedettes digitales, on va dire des YouTubers, avec des vedettes plus mainstream. C'est un top 10. C'était en 2015. Donc, ils le font à chaque année, mais celle-là, c'est en 2015. Sur les 10, ils ont demandé, en fait, aux générations plus jeunes, c'est qui sont vos inspirations, vous suivez qui est votre idole et tout ça. Et donc, vous voyez, ceux qui sont en bleu, c'est des YouTubers. Ensuite, on arrive vers Bruno Mars puis Taylor Swift, mais en 7e puis 8e position. Puis je suis persuadé qu'il y a très peu de monde ici qui doivent connaître les autres en bleu. Peut-être PewDiePie, le numéro 2. PewDiePie, c'est le YouTuber le plus connu, en fait, qui est le plus suivi sur YouTube, qui génère beaucoup de millions de dollars par année. 54 millions d'abonnés. Lui, il y a plusieurs centres belles. Donc, pourquoi, en fait? Pourquoi les YouTubers? Qu'est-ce qu'on pourrait... comment on pourrait définir leur attraction? Pourquoi ça fonctionne? Ou tout? C'est sûr qu'il n'y a pas de recette. On n'est pas là pour vous donner une recette miracle. Mais je pense qu'un des points importants, c'est l'authenticité, en fait. C'est très... le YouTuber, c'est quelqu'un de vrai, qui communique un contenu. Parfois, oui, il écrit ses scripts et tout ça, mais c'est très vrai, en fait. C'est très vrai comme contenu. C'est très authentique. Ensuite de ça, c'est la proximité. Si vous prenez votre téléphone là, dans vos mains, là, puis vous regardez une vidéo, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos comme ça au creux de votre main. Là. Mais vous avez quand même une vidéo au creux de votre main.
La plupart des gens qui écoutent des YouTubeurs, c'est la même façon dans leur lit, au travail, à l'école ou les transports en commun. Ils vont regarder une vidéo au creux de leur main. C'est quelque chose de très intime, mine de rien, là. Donc, ça crée une espèce de proximité. Et les YouTubeurs, dans leur façon de produire le contenu et de le formater, il y a quelque chose de très direct. Tu sais, ils vont parler directement à la caméra. Il y a peu d'artifice. Le degré technique a évolué au fil des ans. Là. Ils sont rendus quand même c'est poussé. Là. On est loin de la petite webcam incrustée dans l'ordinateur. Là. Et donc, il y a une espèce de proximité qui s'installe. Et ça crée des choses vraiment intéressantes où souvent le public de ces YouTubeurs-là vont considérer les créateurs comme un ami, en fait. Donc, ça va créer l'engagement, en fait. Moi, l'engagement, pour moi, c'est il y a la vidéo, puis en dessous de la vidéo, il y a des commentaires. Bien, souvent, les YouTubeurs, les créateurs vont interagir avec leur public à cet endroit-là. C'est quand est-ce qu'on voit ça, disons que, je sais pas moi, il y a un show avec Véronique Cloutier, puis il est en train d'écrire, elle répond aux commentaires en dessous sur Facebook, c'est très rare en fait. Et donc là, c'est vraiment ça, les YouTubeurs vont échanger avec leur public sous la vidéo. On va donner des exemples de commentaires tantôt, c'est assez frappant, mais par rapport à l'authenticité, c'est quand même un sentiment difficile à exprimer parfois. Moi, ce que je dis, c'est prenez l'inverse. Moi, puis plusieurs personnes de ma génération, on est allergiques à la bullshit. Puis quand on regarde la télévision, je me suis fait dire par des gens non médiatiques qui disaient c'est drôle, à la télévision, on dirait que l'animateur pose toujours des questions auxquelles il connaît la réponse. Mais parce que c'est ça, il y a eu de la recherche, puis c'est très bien, il y a eu un meeting de contenu avant. Alors que moi, quand je m'adresse à ma caméra, même si j'ai une démarche puis une recherche, j'essaie d'être le plus transparent possible. Puis quand on parle d'amitié aussi, quand on consulte des contenus sur nos téléphones ou sur nos fils Facebook, sur nos ordinateurs, bien, il n'y a aucune discrimination entre le YouTuber que tu connais seulement via l'Internet et tes vrais amis de la vraie vie. Donc, on devient vraiment un influenceur qui est dans l'offre sociale des gens qui nous regardent sur un ordinateur et sur un téléphone. Et donc, l'authenticité, la proximité, l'engagement, les YouTubeurs vont faire ça sur YouTube, évidemment, mais faut penser aussi, en fait, c'est quasiment un mode de vie, là, parce que souvent, ils vont avoir Instagram, ils vont avoir Twitter, Facebook, Snapchat, et donc, ils vont interagir, ils vont décliner leur contenu sur toutes ces plateformes-là. Ça demande beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps pour générer du contenu puis interagir avec son public sur toutes ces plateformes-là. Continue, monsieur, je vais faire un snap. Oui, c'est ça, tu vas me snapper. Ouais. Et donc, pour moi, ces trois termes-là, ben, ça génère que le YouTuber devient le meilleur ami sur Internet. Je sais que ça a l'air d'être un peu, ça fait un peu cheesy, un peu quétaine, mais pour l'avoir vu, pour représenter des YouTubers dans la vie de tous les jours et l'avoir vu dans des événements, on a un festival aussi qui s'appelle le Oh My Fest, puis les gens rentrent en contact avec leurs créateurs. C'est tout de suite le gros câlin. Je suis tellement content de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais là, c'est un abonné. Il n'y a pas de. Y a pas, comme je disais, il n'y a comme pas de distance entre l'abonné et le créateur. Donc, quand un ami te dit moi, là, le disque de telle personne, je l'ai écouté, j'ai adoré, ben, tu l'achètes. Quand un ami te dit hey, j'ai vu le dernier show de X personne, ben, puis c'était malade, ben, tu y vas. C'est ton ami qui te le dit. Il y a cette espèce d'effet-là qui se crée avec les YouTubeurs, puis on l'a vu à plusieurs reprises, en fait. Puis aussi, la raison pour laquelle c'est ton ami, c'est parce que tu sais que tu partages déjà des affinités avec. Puis comme on est des individus qui choisissons de promouvoir la culture organiquement ou parfois via des partenariats, bien, il y a un gage de qualité pour nos abonnés qui savent que moi, j'aime déjà 95 de ce que Fred représente. Fait que c'est sûr que s'il m'amène une nouvelle affaire, si je connais pas ça, il y a des bonnes chances que j'aime ça parce que lui, il trouve ça bon. Puis d'habitude, je trouve ça bon ce qu'il trouve bon. Il y a une niche qui permet l'espèce de gage de sûreté pour les nouveaux produits qu'on introduit à nos abonnés. Donc là, on va vous présenter quelques cas. On a plusieurs cas qui tournent autour du rap, mais en même temps, je pense qu'il y a plusieurs façons il y a plusieurs contenus, plusieurs produits qui peuvent être qui peuvent faire office de collaboration avec des YouTubeurs ou qui peuvent être promus dans le cadre de chaînes YouTube. Faut vraiment dire que les YouTubeurs vont faire du marketing de contenu souvent s'ils font des collaborations payantes ou bien ils vont carrément, comme là, les cas de Fred, ça c'était organique. Exact. Donc, on vous donne une anecdote pour que vous puissiez extrapoler selon votre domaine puis votre manière de faire de la production puis de l'art puis de la diffusion. Moi, j'ai fait 3 vidéos avec les Dead Obies, groupe de rap assez populaire qui vous fait beaucoup parler pendant les 2 dernières années.
années, par exemple. J'ai 3 vidéos différentes. Une où je les ai invités sur ma chaîne à Oshéaga à troller puis à faire des genres de vox pop avec les gens. Donc, au début, je leur passais le micro, je les filmais et je les craquais pour les encourager à niaiser. Un genre de 1, 2, 3 punk de l'ère de YouTube, pour ceux qui se rappellent de la génération Musique Plus. Sinon, 2 années avant ça, Yes McCann avait fait la même chose sur ma chaîne. C'est ce qui nous a donné l'idée de le refaire cette année en 2016. Et sinon, dans un mode un peu plus solo, j'ai fait une critique de 15 minutes sur les paroles de l'album. Ou tu peux voir ça à la télévision, 15 minutes de temps, un animateur qui fait juste te parler d'album, de paroles avec des citations, etc. Puis au total, c'est 77 000 visionnements. On a un exemple de ce à quoi ressemblait le troll à Oshéaga, juste l'introduction de la capsule pour que vous compreniez le ton. Attendez, on va répondre à la question qui est une très bonne question, en fait. Là. C'est, on va dire, un vox pop audacieux. C'est un peu se moquer de quelqu'un, mais sans tomber dans la méchanceté. Autrement dit, Yes McCann allait voir des anglophones en leur demandant s'ils aimaient Dead Obies, puis les anglophones disaient « On adore Dead Obies, c'est le meilleur groupe à Oshéaga », en faisant un peu comme s'ils connaissaient très bien le groupe, alors qu'ils ne reconnaissaient même pas un des membres principaux du groupe. C'est le genre de truc. On allait croiser des fans de Radiohead en leur demandant ce qu'ils allaient voir le soir, parce que Dead Obies jouait contre Radiohead, selon la programmation. Et là, les gens acceptaient de dire « Fuck Radiohead » juste pour supporter les Dead Obies dans leur quête de la programmation. C'est ce genre de troll. Plaisanter, tirer la pipe. C'est limite, c'est limite. Ça dépend du médium. Mais c'est vraiment à l'image des gars, tu sais, puis de ce qu'ils font comme musique. C'est les Beastie Boys du Québec. Salut, on est à Oshéaga 2016 avec Dead Obies. Vous ridez dans le back du kart qui nous amène à notre scène en ce moment. On va essayer de voir si les festivaliers sont toujours aussi about it. Cheers! Il y a 2 ans, on avait fait un petit troll à Oshéaga. Il y a 17 000 personnes qui ont vu l'édition 1. Ready to do it again? Ah, on va monter à bord. La barre est haute. La barre est haute. On va vous donner un exemple. C'est un exemple. On va vous montrer aussi l'autre vidéo que Fred décrivait tantôt. L'artiste n'est pas nécessité, dans le fond. Ça. Ah, OK. Nous y sommes. Voici selon moi la meilleure passe de l'album des Dead Obies, qui est Something Rock. C'est la 5e meilleure ligne de l'album. Et ça va comme suit. Centaines avec Champlain à remonter le Saint-Laurent. On est 6 dans un V6 contresens au Saint-Laurent. Alright, les premiers colons français qui ont traversé pour se rendre ici, au Québec éventuel, étaient une centaine avec Samuel de Champlain à remonter le Saint-Laurent. Maintenant, à Montréal, on a la rue Saint-Laurent et sur Montréal-Sud, l'album précédent, les gars nous disent qu'ils remontent la rue Saint-Laurent à contresens. Donc là, déjà, on sert du contresens dans le fleuve et du contresens sur la rue. Sur notre tassez-vous de là, Diddy What's Really Good, non seulement les gars tassent le monde sur la rue Saint-Laurent qui s'en viennent vers eux, mais font référence à Dédé, le chanteur des colocs. Un monument de la culture populaire québécoise. Et personnellement, je considère que l'impact culturel des Dead Obies sera peut-être un jour aussi grand que l'impact culturel des colocs au Québec. Repose en paix, Dédé. Mais à quoi ça sert tout ça? C'est quoi les retombées de ce genre de vidéo? Ben, c'est les commentaires. Et j'ai eu une pelletée de « Wow, tu m'as fait découvrir les Dead Obies, merci ». Et autant des fans de Dead Obies qui connaissaient bien le groupe, mais qui sont tombés sur mon analyse en faisant « Ah mon Dieu, c'est vrai que c'est deep les paroles, puis j'avais pas pris le temps de les lire moi-même. » Puis, tu sais, là, on a donné un exemple, mais c'est 14 minutes de référence. Ça va de Napoléon à Scott Heron. Puis, j'ai toujours un visuel. Donc, c'est un grand travail de vulgarisation, mais ça vaut la peine quand tu vois que tu peux démocratiser un peu la recherche musicale derrière les œuvres que les jeunes écoutent. T'sais. Et ce qui est génial sur YouTube, puis ce genre de plateforme-là, c'est qu'il y a les statistiques qui viennent avec. Donc, quand Fred dit 14 minutes de contenu, bien, on sait exactement où les gens ont arrêté ou skippé, avancé. On a les fameux, je pense que ça parlait d'algorithme tantôt, là, mais YouTube, c'est un robot, c'est un gros algorithme, en fait. Fait qu'on a toutes les données
Pour répondre à la curiosité de certains, la vidéo du troll à Oshiaga dure 29 minutes et 33% des gens l'écoutent au complet. J'ai reçu des Snapchats de gens, des jeunes qui m'ont envoyé une photo, sont 6 sur un sofa dans un sous-sol, ont branché leur ordinateur devant la télévision en me disant c'est la deuxième fois qu'on se l'écoute au complet. Comme un peu une émission de télévision, comme ce que 1, 2, 3 points était pour moi à l'époque. T'sais. Donc ça devient une manière de revivre un contenu culturel. Puis pour ce qui est de Là, oui. ma vidéo des lyrics, c'est environ 40% des gens qui écoutent le 14 minutes au complet. Là, c'est le bout où on tombe dans les graphiques complètement fous de Fred. Moi, j'étais fier de Ouais. mes diagrammes de veine. L'avantage pour les Dead Obies et pour moi de travailler organiquement avec eux, c'est que lorsqu'on fait une vidéo ensemble, vous avez mes abonnés à gauche et les fans de Dead Obies à droite, mais lorsqu'on fait une vidéo ensemble, regardez, on a des flèches pour montrer que on augmente nos abonnés qui se connaissent et qui connaissent les deux parts, et ça augmente les fans de Dead Obies en général, parce que mes abonnés qui me suivent de semaine en semaine, peu importe ce que je fais, vont découvrir les Dead Obies puis aller de l'autre côté. Ceux qui connaissaient déjà les Dead Obies, ben, vont connaître Fred Bastien, et ça fait du contenu culturel que eux auraient peut-être dû payer pour faire eux-mêmes ou auraient couru après des médias pour réussir à faire une entrevue. Puis comme je dis, il n'y a personne que je connais en télévision qui aurait passé 30 heures à faire une vidéo sur les paroles d'un album de hip-hop au Québec. Moi, je l'ai fait parce que je trouvais que c'était important de le faire, mais il y a moyen de stimuler ce genre de rencontre-là aussi. Donc, c'est vraiment, je répète, avoir accès à une communauté que tu n'as pas accès habituellement. C'est vraiment ça. Un autre exemple intéressant, en fait, c'est Corias, chanteur de rap hip-hop québécois. Rapper. Oui, rapper, j'ai dit chanteur. Hein. Et Madiba. Madiba est un YouTuber québécois qui fait de l'humour, du gaming et qui s'est lancé dans du contenu aussi musical récemment. Donc, qui fait des vidéos comme ma playlist, la playlist des YouTubers. Et il a généré 2 vidéos où il montre un vidéoclip de Corias, il parle d'une chanson de Corias, ou il a carrément mis Corias dans sa vidéo. Donc, il lui a demandé, ça se passe souvent aussi sur YouTube, des collaborations, des collabs, en fait. Et c'est intéressant pour Corias, mais aussi pour la tendance générale. Les playlists de YouTubers, c'est quelque chose qui existe pour tous les YouTubers. Que tu sois un YouTuber beauté, un YouTuber sport, tu peux te faire une vidéo playlist où tu fais juste mentionner des albums ou des artistes que tu aimes présentement. Ça, avec, c'est un nouveau Musique Plus, puis c'est ouvert autant à Jessie Boo qui s'adresse à sa gang de jeunes au secondaire qui tripent sur la beauté puis le maquillage, par exemple, que les gens qui me suivent moi, que les gens qui suivent Madiba pour son contenu gaming et humour. T'sais. Donc lui, il sert de la tendance playlist, puis il l'amène un peu plus loin en invitant des YouTubers et Corias à mentionner les albums qu'ils aiment présentement. On a un exemple de ça aussi. What's up tout le monde, mon nom c'est Madiba, j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi pas faire différent cette fois-ci, plutôt que vous donner mes musiques que moi j'écoute en ce moment, de tout simplement demander à des potes youtubeurs, également à quelques artistes en fait, qu'est-ce qu'ils écoutent en ce moment comme musique. Et j'ai également pris des personnes dont je savais que leur goût musicaux allait être totalement différent. Ça nous permet de découvrir un paquet de musique. Donc ouais, si vous aimez ce concept-là, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alright, so let's do this shit. Salut Madiba, Nana. La chanson que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est The Greatest de Sia. Je sais pas, je kiffe trop Sia, j'aime bien l'ambiance, j'aime le clip. Voilà pour ma part, la vie de Suisse. Ce qui est beau aussi là-dedans, c'est que l'Internet n'ayant pas de frontières, ce gars-là, il était en Europe là, quand il a tourné sa vidéo pour Madiba. Madiba était au Québec, là, puis tu as juste envoyé le vidéo par courriel, puis tu réussis à faire des collaborations internationales en un tour de main. Ouais, et Corias s'est prêté au jeu aussi. Dans la même vidéo. Bonjour, mon nom c'est Corias et Madi m'a demandé de vous donner un coup de cœur musical du moment. Pour ma part, c'est l'album Awaken My Love de Childish Gambino, un rappeur qui a fait un tournant plus funk, soul. Donc écoutez ça, c'est vraiment excellent. Et ce que Madiba a fait aussi, c'est qu'il a mis tous les liens des artistes qui étaient dans sa vidéo sous sa propre vidéo. Madi a aussi parlé à un certain moment donné de... on est là. Dans la Claire Ensemble, donc un autre groupe de rap québécois. Donc, carrément, il avait mis un extrait du dernier vidéoclip. Dans une de ses playlists, il nommait plusieurs artistes, dont À la Claire Ensemble, en disant « Voyons, leur clip a seulement 10 000 visionnements présentement sur YouTube. C'est indécent. Aller faire un tour là, c'est super bon dans le rap québécois. » Madi étant très suivi en Europe, ça a donné une rencontre culturelle vraiment intéressante. La vidéo de Madi est rendue à 160 000 visionnements à date. Donc, c'est 160 000 personnes qui
redécouvrent ou découvrent À la Claire. Là où c'est intéressant, c'est d'aller voir le clip de À la Claire. Ça, c'est issu de la vidéo d'À la Claire ensemble, mais non seulement il y a d'autres YouTubers qui peuvent participer à la discussion, ce qui permet de transformer le vidéoclip en véritable forum social, mais là où c'est vraiment intéressant, ça c'est un autre YouTuber qui s'est intéressé au phénomène, c'est Vague de vues par Madiba, est-ce qu'on est là? Il y a 172 personnes qui ont liké le commentaire du gars qui disait « Moi, je suis là grâce à la vidéo de Madiba. » Et ça, je le répète, c'est sous la vidéo d'À la De Claire. À la Claire ensemble. Madiba a dit allez voir cette vidéo-là. La vidéo a largement plus que doublé de visionnement en 24 heures après que Madiba ait mentionné leur clip Et là, ça donnait. à sa gang. Et lui, il est vraiment pas tout seul. Là. Je suis le seul qui vient de la vidéo de Madiba, 93 likes. Madi Gang, un like. Le point, c'est que il y a un paquet de gens qui étaient comme « Wow, merci Madi, on est là grâce à toi. » Puis, style le clip, ça crée des nouveaux fans de rap québécois. T'sais. Puis le summum de cette rencontre pour moi, ça a été, je suis ami avec V-Looper sur Facebook, V-Looper qui est le beatmaker puis un DJ de À la Claire. Lui était comme « Who is Madiba? Pourquoi mes stats explosent présentement? » Je me suis fait plaisir, je lui ai expliqué dans les commentaires ce qui se passait. Mais c'est la preuve que même les artistes, c'était 100% organique, puis lui, il a subi la vague d'amour de l'Europe qui était Madiba. Donc, on sort un peu des youtubeurs québécois. En fait, ben, pas très loin parce que c'est Solange Te Parle. Je ne sais pas si vous connaissez Solange Te Parle. Elle ne fait pas du tout du contenu musical, rap ou hip-hop. Solange, elle est née à Montréal, mais elle habite en France depuis plusieurs années. Du contenu c'est très poétique, c'est très lyrique, c'est très tout ce qu'elle fait. Donc, elle a fait une vidéo où elle clamait son amour pour tout ce qui était rap keb. Donc, on va vous donner un extrait. Alors eux, ils sont vraiment plus dans l'humour. D'ailleurs, sur Bandcamp, il y a le pourcentage de français versus d'anglais dans les morceaux parce qu'il y a eu toutes sortes de polémiques de est-ce qu'il y a trop d'anglais, on perd notre langue, au secours, les rappeurs font du mal à la langue, complètement débile. Alors là, ce morceau qui s'appelle Ça que c'était, c'était ça. Je pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Là, encore une fois, c'est intéressant de voir les commentaires. Enfin, quelqu'un qui aime le rap québécois, je me sentais un peu seul. Ça crée des discussions dans les commentaires qui deviennent un contenu en tant que tel. Moi, des fois, j'ai du fun juste à aller modérer puis voir les opinions des gens. Puis personnellement, en tant que YouTuber, non seulement je lis tous les commentaires, je réponds à la plupart de ceux qui sont intelligents et parfois, je m'en sers dans les vidéos qui suivent. Donc, c'est vraiment intéressant. Quelqu'un a commenté ça. Je reprends son commentaire, je lis son commentaire et je réponds soit par le texte ou par la vidéo directement. Quand tu parles, tu fais de la poésie, ça me donne envie de pleurer, je vais écouter ces groupes. C'est dur comme c'est clair que ça fonctionne. Puis il y a 14 personnes qui ont liké ce commentaire-là. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a plus de monde encore qui l'ont pensé. T'sais. Habituellement, je trouve qu'une bonne règle, c'est de dire qu'un like égale 10 personnes habituellement. T'sais, moi, pour 10 likes, je sais qu'il y a 100 personnes qui l'ont pensé si je fais un calcul avec mes visionnements habituellement. Puis c'est une règle relativement générale. Je suis tellement contente que tu parles d'Dead Obies. Je suis une grande adepte de rap du monde entier et leur rap me touche particulièrement. Cette vidéo-là est sortie juste avant que les Dead Obies partent en tournée en Europe et en France. Puis il y a des gens de la communauté rap québécoise qui m'ont dit cette vidéo-là a fait exploser nos amateurs en Europe. Puis ça a plus que doublé nos visionnements hors Québec sur nos vidéoclips. T'sais. Donc c'est la preuve que clairement, il y a une ligne à aller, il y a une lane où il faut qu'on réussisse à travailler ensemble. La vidéo a été vue par 114 000 personnes. C'est difficile de faire mieux pour de la publicité organique puis concrète, de rejoindre des fans qui vont embarquer. C'est pas comme lancer un message dans l'espace, comme c'est parfois faire de la publicité. 114 000 vues, là. Ouais. Ils ont cliqué dessus où ça passe. OK. Rapidement, sur YouTube et Facebook, c'est deux mentalités différentes. C'est un peu niché comme questionnement, mais sur YouTube, on parle d'une proportion de la vidéo qui est habituellement au moins 30 secondes. Ils ne donnent pas l'algorithme exact, mais sur YouTube, c'est plus fidèle que sur Facebook, alors que sur Facebook, c'est seulement 3 secondes pour être un visionnement. C'est pour ça que les vues sont exagérées sur Facebook, contrairement à YouTube. C'est pas parfait, mais la beauté aussi de YouTube et de Facebook aussi maintenant, c'est que quand tu as fait la vidéo, tu peux savoir combien de temps les gens ont écouté. Donc, même sur Facebook, si tu travailles avec un créateur de contenu,
tu dois lui demander de donner les vues de plus de 20 secondes, par exemple, puis ça, il peut le faire. Et sur YouTube, souvent, les bons YouTubeurs, les bons créateurs vont regarder énormément leurs stats et vont améliorer leur contenu quand ils vont se rendre compte que les gens ont décroché après 30 secondes. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait là? Puis là, tu essaies de comprendre un peu. Puis c'est pour ça qu'il y a toujours un dialogue avec son public, un échange et pour vraiment renforcer l'engagement. Oui. Attends, on Ouais, va finir rapidement avant de Mais lancer les questions. on arrive vers la fin, mais gardez a votre presque question terminé. peut-être. Sinon, on va On être sort un peu après. du créneau rap. En fait, on va vous amener complètement ailleurs. Emma Bossé, québécoise, qui fait du contenu très vlog. Le vlog, c'est vraiment quelque chose, c'est un... C'est une télé-réalité autoproduite. Ouais. C'est un peu comme si aujourd'hui je sortais mon sel puis je disais « Hey, aujourd'hui, je donne une conférence à la Bourse Rideau », un peu ce que j'ai fait sur Snapchat dans le fond. Mais c'est des gens qui t'amènent dans leur quotidien pour le meilleur et pour le pire. Et donc, Emma a plus de 280 000 abonnés sur YouTube. Va faire du contenu vlog, va faire aussi du contenu un peu lifestyle. Donc, des fois, des tutoriels beauté ou va donner des trucs dans le quotidien. Donc, ça, c'est c'est une campagne qu'on a faite au Slingshot, en fait. Donc, une collaboration entre le show Mary Poppins de Juste pour rire, qui était à Montréal l'été passé, et Emma Bossé. Donc, il y a 3 vidéos qui ont été générées par Emma et un concours. Donc, Emma a fait un lookbook qui est comme une vidéo où elle va faire des styles vestimentaires, mais elle s'était fait donner des accessoires, prêter des accessoires par la production. Elle s'en allait voir son chum à Paris. Fait qu'elle a pris ses accessoires puis elle a commencé à faire un lookbook sous la pluie, mais bien préparé son truc, ça a vraiment donné un bon résultat. Ensuite, elle a fait les coulisses de cette vidéo-là et elle est allée au spectacle et elle a tourné aussi dans les coulisses, c'est un fameux vlog. Elle a invité 3 gagnants du concours, en fait, d'aller voir le spectacle avec elle. Ça a généré 77 000 vues sur YouTube, 8 600 j'aime sur Instagram, puis il y a eu 225 entrées de concours. Pour les curieux, un lookbook, c'est une espèce de catalogue mode. C'est une série de tenues que tu veux démontrer à ton auditoire. Donc, c'est une espèce de version vidéo du magazine mode. Donc, on voulait vous en parler aussi parce que, tu sais, il y a Fred qui va détailler les paroles de musique, qui va être un contenu, tu sais, plus poussé, cérébral et tout ça. Et il y a une autre façon de collaborer aussi pour rejoindre un autre public qui va aussi voir des spectacles aussi. Les abonnés d'Emma, ils sortent pour aller voir des spectacles et des shows. Donc, il y a d'autres façons aussi d'articuler des collaborations sur YouTube. Il y a un paquet de collaborations qui sont possibles aussi. Je vois Jesse Fish dans la salle qui est dans un band. Et il m'a teint la barbe en bleu avec son band Rouge Pompier et d'innombrables commentaires ont suivi des gens. Hey, j'ai découvert leur album grâce à ta vidéo où il t'a teint la barbe. Clairement, on n'a pas passé 6 heures sur le contenu avant de le faire. On s'est juste dit, on va aller au local, puis tu vas me teindre la barbe en bleu, puis on va jaser un peu de ton album. Puis en arrière-plan, dans la vidéo, je mets leurs chansons, puis il y a plein de gens qui ont découvert leur album grâce à ça. Sinon, il y a aussi le côté événementiel qui peut être intéressant. Ça faisait des années qu'on me disait, Frédéric, le meilleur festival, c'est le FME à Rouen. Il faut absolument que tu ailles au FME à Rouen. Bien, un moment donné, je suis enfin allé, c'était cet été. J'ai fait une vidéo de 19 minutes qui est une espèce de récit de mon aventure sur 3 jours. Donc, c'est beaucoup de footage de ma caméra et de mon téléphone pendant les concerts. J'ai fait des entrevues spontanées avec les artistes après, mais je suis revenu chez moi à Montréal et j'ai enregistré une narration de mon studio où je raconte ma fin de semaine avec une bonne caméra, puis j'utilise les extraits que j'ai captés en guise de visuel. Ça fait... C'est la frontière entre un court-métrage documentaire très personnel et une espèce d'émission de télé-réalité de voici ce que j'ai fait dans ma fin de semaine à Rouen. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans les commentaires, déjà 4600 personnes qui l'ont regardé, c'est plus de gens qui assistent au festival souvent, pas tout le temps, là, mais puis il y a beaucoup de gens qui ont commenté la vidéo qui disaient, par exemple, c'est intéressant, j'ai découvert un nouveau festival aujourd'hui, donc ça peut attirer les gens. Puis, tu sais, c'est pas dur d'inviter un YouTuber à un événement puis l'encourager à créer de quoi d'intéressant envers sa communauté. Puis, il y a beaucoup de gens de Rwanda qui étaient extrêmement fiers de voir qu'un de leurs YouTubers préférés était en ville, puis a créé du contenu dans leur ville, autant mes élucubrations pendant le festival que pendant la ville puis les temps morts. Tu sais. Donc, c'est juste un autre exemple. Comme quoi, la possibilité des contenus est vraiment infinie. 2 minutes. Fait que ça va être pas mal 2 questions. Voilà. De toute façon, on avait terminé, mais oui, on va prendre les questions. Il y avait une main là. Peut-être ah oui, OK, il y avait une main là. Ouais.
Moi, personnellement, je suis chanceux parce que la grande majorité des commentaires sont respectueux et intelligents. Je pense que c'est à chaque YouTuber de décider de sa ligne éditoriale puis de comment gérer les commentaires. Pour tout ce qui est hang, etc., il y en a qui choisissent d'effacer. Moi, personnellement, j'en ai pas assez pour que ça me dérange. Puis, il y a une espèce d'automodération aussi parce que les commentaires qui sont les plus aimés vont se ramasser en haut. Puis comme il y en a beaucoup, mais c'est bien rare que les gens vont aller se promener en bas. Et il y a quelque chose qui se passe aussi sur YouTube, c'est que les communautés vont aussi réagir vis-à-vis les mauvais commentaires, là. Donc, Ça, ça, c'est il y a une vraiment espèce un de bon point. modération publique aussi. C'est pas un lynchage, là, mais il y a quand même... les gens vont réagir, puis ils vont commenter, puis dire mais pourquoi tu fais ça? Si tu n'aimes pas ça, va ailleurs. Ou... Ça arrive qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui tombent sur une de mes vidéos, puis qui passent un commentaire. Voyons, t'es donc bien vulgaire ou peu importe, mais mes propres abonnés comprennent. Non, clairement, Fred, il dénonce telle chose, puis c'est clairement un second degré, puis j'ai même pas besoin de m'expliquer que les gens le font à ma place parce qu'ils me connaissent depuis longtemps, puis ils comprennent la profondeur de ce que j'essaie d'amener. D'autres questions? Oui. Moi, j'ai deux questions à vous, Michaud. Oui. Comme vous représentez les YouTubers, deux questions. Comment sont-ils rémunérés? Oui. Et deuxième question, il n'y a pas un paradoxe lié au fait que la génération des millénials aime les YouTubers parce qu'il n'y a pas de bullshit. Mais en même temps, j'imagine que dans l'alliance entre votre YouTuber et un YouTuber, Ouais. peut-être une alliance commerciale. Là, Oui, tout à fait. tu le proposes parce qu'il y a un annonceur derrière. Oui, c'est une très bonne question. Premièrement, pour la première partie, comment les YouTubeurs sont rémunérés. Donc, YouTube fait un partage de revenus. Donc, il donne un pourcentage des revenus publicitaires aux créateurs, à tous les créateurs. À partir du moment où vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez activer la monétisation dessus. Vous allez avoir, comme je pense, c'est 52% des revenus publicitaires, l'espèce de De la petite bande-annonce qui joue avant. le là. pre-roll qui est en avant. Donc, un studio comme le Slingshot, nous, là où on va intervenir, c'est vraiment dans tout ce qui est contenu de marque. Donc, faciliter le contact avec des marques, des groupes, des associations. Et donc, pour générer des collaborations entre les YouTubeurs. Les YouTubeurs vont le dire quand ils font des collaborations. Donc, c'est très dit. Surtout, nous, au Slingshot, on le recommande, on le dit, c'est obligatoire de le dire. Et donc, c'est quelque chose qui est là depuis un moment et les publics sont très habitués. Je veux dire, c'est comme de regarder un contenu à la télé puis d'avoir la publicité. Bien là en fait, c'est que souvent, ce qu'ils vont voir, c'est que souvent, la collaboration va avoir permis de générer un contenu. Ils vont Un reconnaître contenu ça. meilleur souvent, où, Ouais. tu sais, on va pouvoir aller plus loin. Moi, je pense que je peux pas parler pour tous les YouTubers, mais c'est à chaque personne d'avoir son propre baromètre éthique et moral. Puis moi, personnellement, ça m'arrive de faire comme, ben non, je ferai pas un partenariat avec eux parce que j'aime pas ça pour vrai, ce brand-là. Puis les gens, ils le savent. C'est ce que je veux dire aussi par l'allergie à la bullshit. Je pourrais pas arriver demain puis faire comme, hey, moi, j'adore tel artiste. Moi, on ferait comme, mais voyons donc de quoi tu parles, Fred, t'adores pas ça pantoute. Ouais, Tu sais, c'est on te ça. connaît bien trop. Fait que moi, quand je me fais proposer des artistes ou des produits ou des marques, ben si c'est quelque chose que j'utilise vraiment puis qui est compatible avec ce que je suis réellement, ben je sais que ça va bien passer auprès de mes communautés. Puis dans la transparence, comme Michaud l'a dit, dans admettre qu'il y a un partenariat monétaire qui vient de cette vidéo-là, souvent les gens sont contents. Par exemple, j'ai fait un partenariat avec WestJet et McCafé où j'ai pu aller tourner une vidéo à Vancouver. J'aurais pas pu aller à Vancouver sans ça. Puis mes abonnés étaient extrêmement contents d'avoir une vidéo de 11 minutes à Vancouver pour un 30 secondes d'explication que c'était une publicité qui m'a permis de me rendre là pour ma vidéo. Et il faut dire aussi, les YouTubeurs, leur communauté leur appartient. Et s'ils choquent cette communauté-là, bien, les gens ont juste à cliquer désabonner puis ils quittent. Donc, il y a une espèce d'équilibre qui se forme entre l'échange qu'ils font avec leur communauté puis les collaborations payantes qu'ils vont faire. Et donc, un YouTuber ne va pas accepter n'importe quoi à n'importe quel prix. Le YouTuber va accepter un partenariat parce que ça lui parle, parce que ça rentre dans ses valeurs, parce que c'est quelque chose qu'il aime. Emma, là, elle avait 1 million de souvenirs avec Mary Poppins de ce qui venant de son enfance. C'était quelque chose qui lui parlait puis qu'elle aimait. Donc, c'est vraiment ça où il y a un choix qui est fait du côté du créateur. Puis s'il y a de l'abus du côté du créateur ou que ça devient une pizza publicitaire, bien, les gens quittent puis il n'y a plus de communauté au bout de la ligne. Donc, il n'y a plus de... ils perdent leur chaîne d'une certaine façon. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ah, ça va être fini. Bon, prenez en photo ça ici. Prenez en photo ça ici. Puis on se Posez-nous des promène, donc questions. si jamais vous avez des Aujourd'hui, on va questions, être là. venez nous voir. Merci beaucoup.